propose de démarrer. Je ne sais pas si vous m'entendez bien déjà. Deux petites remarques avant de démarrer. Je ne suis pas Julie Sérusier du coup de l'ANA. Je pense que ça se voyait. Du coup, l'ANA n'ayant pas pu venir, je les représente entre guillemets pour parler de mon accompagnateur Rénov. Pour savoir un petit peu le temps que je vais laisser aux questions, peut-être simplement à main levée, est-ce qu'il y en a qui sont déjà arrivés avec des questions sur le dispositif, sur mon accompagnateur Rénov, potentiellement sur Rénomar, peut-être même sur Itac, j'en doute, mais simplement pour savoir combien de temps je laisse, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou pas? C'est parfait, j'adore parler, donc je vais parler 30 minutes. Je vais récupérer ça. Donc, je suis donc Baudouin de la Varenne, je suis membre fondateur de l'association Rénomar, cofondateur d'Itac. Je vais vous parler de mon accompagnateur Rénov, nouveau dispositif en place depuis janvier 2024. Déjà, pour vous donner un petit peu de contexte de là où je parle, donc d'abord cofondateur d'Itac, que j'ai créé avec mon associé il y a 3 ans. On est donc un bureau d'études thermiques, on est labellisé Mon Accompagnateur Rénov. On est aujourd'hui 40 collaborateurs et puis je vous ai mis une carte, même si elle évolue, de notre zone d'intervention. Notre objectif, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble de la France dans les mois qui viennent. Pour vous donner un ordre de grandeur, on accompagne aujourd'hui une centaine de clients, de nouveaux clients tous les mois, même si la tendance étant en croissance, ça évolue tous les mois. Et petite particularité, on est également éditeur de logiciels d'audit énergétique. On a été certifié en décembre dernier pour réaliser des audits énergétiques de logements individuels, donc appartements et maisons, puis également des DPE. Donc Itac, accompagnateur Rénov depuis janvier, on a vite réalisé que face à ce nouveau métier de l'accompagnateur Rénov, on avait besoin de se structurer en tant qu'acteur privé. Et c'est dans ce contexte qu'on a cofondé Rénomar avec d'autres acteurs plutôt bureaux d'études, qui est donc le réseau national des opérateurs Mon Accompagnateur Rénov, qui a été créé en février 2024. L'objectif, c'est vraiment d'être le porte-voix de la profession, de cet accompagnement auprès des pouvoirs publics, de défendre son intérêt, d'expliquer l'intérêt pour les ménages pour la rénovation énergétique performante en France, et de défendre également cet accompagnement qui donc doit être neutre, indépendant et qui a comme objectif de pouvoir accompagner vraiment de A à Z les propriétaires de logements et de logements individuels. Si je vous redonne un peu le contexte de la création de ce dispositif, parce que je trouve ça important, d'autant plus actuellement, de réexpliquer comment on a abouti à cette conclusion. Quand je dis on, c'est plutôt d'ailleurs l'État, comment l'État a abouti à ce nouveau dispositif de Mon Accompagnateur Rénov. C'est potentiellement une évidence, mais ça vaut toujours le coup de le rappeler. La nécessité aujourd'hui, c'est de faire de la rénovation performante. De la rénovation, je pense qu'on en fait depuis assez longtemps. Là, l'objectif, c'est de faire de la rénovation performante, c'est-à-dire d'amener les logements, quand on les rénove, à un niveau étiquette A ou B, potentiellement C dans certains cas. Aujourd'hui, ça représente 6% des logements. L'objectif, c'est qu'en 2050, on soit à 80%, voire 90%. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME. Tout ça dans un objectif de respecter notre ambition climatique. Et pour atteindre un tel niveau, il n'y a pas le choix, il faut traiter l'ensemble des postes de travaux d'une rénovation énergétique, donc les postes d'isolation, la ventilation, le système de chauffage, l'eau chaude sanitaire, et ce, sur une durée limitée. Pareil, on entend souvent qu'on puisse faire une rénovation par étapes, c'est possible, mais il faut limiter ce nombre d'étapes pour arriver à une rénovation qui soit performante. De l'ordre de 5 ans, nous dit l'ADEME. Je vous sors également un graphique qu'ils ont sorti dans une autre étude de l'ADEME, dans lequel ils montrent la raison pour laquelle il faut limiter le nombre d'étapes quand on fait de la rénovation performante. C'est que ce qu'ils ont montré en faisant leurs études sur des logements qui avaient fait des rénovations, c'est qu'à partir de 2, 3, voire plus nombre d'étapes, en fait, on perd en performance globale. On a beau traiter les interfaces, ou en tout cas essayer de les traiter, globalement, on perd en performance. Donc l'objectif, c'est de les limiter. Quand c'est impossible, on accepte de créer un échéancier de travaux, mais on le voit bien ici, au-delà de 3 ou 4 étapes, on perd vraiment, on a un gap et on perd vraiment en performance.
et ce qui rend beaucoup plus compliqué l'atteinte d'un niveau BBC, donc une étiquette A ou B à peu près dans le classement du DPE. Donc ça, cette nécessité de faire de la rénovation performante, on a vu l'importance de le faire. Maintenant, on va voir comment l'atteindre. La première étape pour le faire, ce que l'État a commencé à mettre en place il y a à peu près 3-4 ans, c'est de rendre l'audit énergétique obligatoire pour obtenir des aides financières. Pourquoi faire un audit? Là, je vous en ai mis quelques cas. Je vous ai mis un extrait d'un audit qui est réglementaire. Donc, dans un audit énergétique, pour ceux qui ne savent pas, on a un auditeur énergétique qui peut avoir différents profils, qui se déplace dans le logement, qui vient auditer le logement, récupérer l'ensemble des informations, on va dire, structurelles du logement, l'isolation, le type de chauffage, qui vient, et ça c'est un point très important, discuter avec les ménages, passer du temps pour comprendre mieux son projet et le simuler et simuler différents scénarios de travaux de rénovation performante. Pourquoi faire un audit? Ça permet avant tout d'éviter des erreurs. On a d'ailleurs nous-mêmes chez ITAC régulièrement l'occasion d'aller voir les erreurs qui peuvent être commises. On est souvent appelé par des ménages qui ont fait des travaux dans les 5-10 dernières années et qui se retrouvent avec des pathologies dans leur logement, des pathologies, des problèmes d'humidité, des problèmes des problèmes de ventilation, des problèmes de confort d'été souvent, et qui du coup ont fait des erreurs. Donc l'objectif d'un audit, c'est de s'assurer qu'on va dans la bonne direction pour éviter dès le départ de se tromper. C'est des projets qui coûtent souvent cher de faire de la rénovation performante, donc l'objectif c'est d'estimer le financement pour pouvoir aller voir sa banque afin de financer le reste à charge, pour pouvoir estimer le montant des aides qu'on va pouvoir avoir. Les dispositifs sont un peu complexes, donc il est nécessaire quand même de savoir à quoi on a le droit. Optimiser les travaux. Souvent une réponse qu'on obtient à l'audit énergétique, c'est le problème du coût de l'audit énergétique. Nous, on est persuadé qu'un audit énergétique bien fait au contraire gagner de l'argent à l'échelle d'un projet de rénovation. On parle quand même de projets qui peuvent monter en fonction de la surface à 60, 70, 80 000 euros. Payer entre 1 000 et 2 000 euros pour faire un audit qui est bien fait, à l'échelle d'un projet, c'est finalement assez négligeable. Si l'audit vous dit que telle ou telle fenêtre finalement est déjà performante et que vous n'avez pas besoin de la changer, vous êtes déjà gagnant. Donc évitez de faire des travaux qui sont potentiellement inutiles et puis rajouter des travaux auxquels vous n'auriez pas forcément pensé pour pouvoir améliorer la performance. Assurer la performance de la rénovation, ça paraît évident. On va simuler différents scénarios de travaux, donc on va vérifier que les travaux qu'on va faire vont atteindre de la performance théorique selon le DPE, puis aussi de la performance réelle, en tout cas un peu plus poussée que le DPE. Dans beaucoup d'audits énergétiques aujourd'hui, on va faire ce qui s'appelle de la comportementale, pour aller modéliser les comportements des usagers, la température de consigne, l'usage, afin d'assurer qu'on va réellement faire des économies d'énergie. Et puis enfin, augmenter la valeur de son bien. J'imagine que vous connaissez l'étude des notaires de France sur la valeur verte qui montre que améliorer la performance, en tout cas d'un point de vue du DPE, améliore la valeur de son bien et ça permet aussi de se projeter en amont des travaux pour savoir est-ce qu'on s'y retrouve au global sur son projet. C'est aussi une manière de valoriser financièrement sa rénovation énergétique. Donc l'audit, très bien. Ce qu'on a vite réalisé, en tout cas nous chez ITAC et puis même chez d'autres adhérents de Renomar, c'est que l'audit malheureusement n'était pas suffisant. Arriver à la fin d'un projet avec un bout de papier qu'on donne aux ménages, malgré le fait qu'on a fait beaucoup de pédagogie pendant la durée, derrière, l'ensemble du projet reste à faire. Et ce n'est que le début, et donc il peut y avoir encore beaucoup de freins. Nous, on est donc certains qu'il est nécessaire d'avoir un accompagnement qui soit global par un interlocuteur qui a démarré le projet, donc l'auditeur énergétique, qui soit capable de le suivre dans la durée. Pourquoi un accompagnement global? Ce qu'on a réalisé assez vite, c'est que une fois que l'audit est fait et qu'on le communique aux propriétaires, démarre donc une phase assez complexe dans laquelle on va voir des entreprises de travaux qui vont elles-mêmes avoir des opinions qui sont souvent complètement valables, qui vont faire évoluer le projet, mais c'est très difficile pour un ménage de savoir qui a raison. On va avoir des avis qui sont différents, d'où la nécessité de garder son accompagnateur Rénov dans la boucle pour qu'il puisse savoir s'il faut faire évoluer le projet ou non. Et dans certains cas, c'est ce que je mets, il faut adapter les travaux qui sont préconisés. C'est-à-dire qu'un auditeur énergétique n'est pas une entreprise de travaux, et c'est d'ailleurs l'objectif, c'est qu'il ne le soit pas. Et donc, il y a certaines choses qu'il ne va pas pouvoir voir. Il va avoir un avis neutre sur beaucoup de sujets, mais au niveau de l'installation de certains systèmes de chauffage, l'installation de certains dispositifs, il ne sera pas sachant sur tout. Donc l'objectif, c'est de créer une communication entre les entreprises qui vont intervenir pour faire les travaux et l'accompagnateur Rénov pour faire évoluer le projet,
tout en gardant cet objectif de performance et en vérifiant que malgré les évolutions, le projet reste conforme et performant. S'assurer tout au long du projet de répondre aux critères qui sont exigés pour obtenir les aides. Ça paraît anecdotique, mais c'est essentiel. C'est d'ailleurs malheureusement aujourd'hui une grosse partie du travail d'un accompagnateur. C'est de vérifier que les devis reçus sont conformes, que l'ensemble des postes de travaux sont bien éligibles aux aides. Et puis le dernier point, c'est éviter l'effet rebond. Donc l'effet rebond, c'est une fois que la rénovation va être faite, s'assurer que le ménage n'a pas des évolutions dans sa manière d'utiliser le logement qui anéantirait tous les efforts qui ont été mis dans la rénovation performante. C'est pour ça que l'accompagnement doit se faire dans la durée, jusqu'au bout, même lors de la prise en main du logement, pour apprendre à mieux gérer son logement, ne pas passer sa consigne de chauffage de 19 à 22 parce que forcément ça coûte moins cher, donc on peut faire un peu mieux. Donc comment est-ce qu'on communique sur une certaine forme de sobriété dans l'usage de son logement, et ça c'est également le rôle de l'accompagnateur Rénov, d'accompagner vraiment dans la durée le ménage. Et ça tombe bien parce que les ménages demandent de l'accompagnement. Donc c'est pas uniquement d'un point de vue on va dire global de performance et d'objectifs de performance qu'il faut faire de l'accompagnement. Les ménages, c'est donc un sondage qui a été effectué 4 années de suite, qui montre qu'une large majorité des Français sont très demandeurs d'avoir un accompagnateur qui soit unique, qui les accompagne dans tous leurs projets, parce que forcément ça fait peur. Donc il faut accompagner dans la durée, et il faut aider les propriétaires à faire les bons choix. D'où la création de mon accompagnateur Rénov, qui s'est faite en plusieurs étapes. Les prémices de l'accompagnateur Rénov ont été proposées par la Convention citoyenne pour le climat en 2019. Le temps que ça fasse son chemin, on l'a retrouvé derrière au niveau du rapport Sichel en 2021, dans lequel il faisait référence à un service Rénov qui permettrait justement d'accompagner dans la durée les projets de rénovation énergétique. Et il a été vraiment écrit dans la loi Climat et Résilience en 2021, dans lequel le statut a été créé, avec une mise en place, comme je vous le disais, au cours de l'année 2023 pour les acteurs historiques, et puis pour le reste à partir de janvier de 2024. C'est une profession qui est régulée donc, par décret et dans les arrêtés que je vous mentionne ici, qui du coup assure que l'ensemble des prestations doivent bien être réalisées pour être éligibles et pour pouvoir obtenir les aides de l'État du parcours accompagné de MaPrimeRénov'. Donc tout ça s'est fait vraiment dans un temps long, et c'est pas du jour au lendemain on est arrivé à la conclusion qu'il fallait un accompagnateur Rénov'. C'est tout un processus qui a montré qu'aujourd'hui, si on veut faire de la rénovation performante, et c'est l'ADEME qui nous montre que c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, il faut un accompagnement qui soit de qualité et dans la durée. Si je vous donc reprends l'ensemble des missions de l'accompagnateur Rénov', donc il y a des missions qui sont socles, que je vous présente ici, et puis ensuite, chaque accompagnateur Rénov' peut choisir de rajouter des prestations en fonction de ce qui lui semble nécessaire. Mais là, je vais vraiment vous parler des missions qui sont essentielles pour respecter le cahier des charges qui est du coup dans l'arrêté que je vous présentais juste avant, et qui permettra donc aux ménages d'obtenir les aides. On a 3 phases, comme je vous le disais. Une phase avant travaux, dans laquelle on va avant tout évaluer l'indignité du logement, en tout cas la décence du logement. Potentiellement, en cas de retour positif sur ce sujet, à ce moment-là, ça passe dans une autre catégorie que je ne vais pas développer ici, qui est du coup un accompagnement renforcé par des accompagnateurs Rénov' spécifiques qui ont l'habitude d'accompagner des ménages potentiellement plus modestes qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus global que uniquement sur la rénovation énergétique. Une fois que cette phase est faite, donc il se trouve que c'est souvent pendant la même période, hein, c'est la première visite de l'accompagnateur Rénov' au sein du foyer. On réalise l'audit énergétique, comme je vous présentais, dans lequel on va récupérer l'ensemble des données, on va simuler potentiellement plusieurs fois avec le ménage pour adapter son projet et que ça corresponde bien à son projet. Ce qui n'apparaît pas beaucoup ici, souvent dans l'audit énergétique, on se focalise sur l'aspect technique de l'audit. D'expérience, un des énormes enjeux lors de l'audit, c'est la pédagogie. C'est vraiment un moment où on est capable d'aller chez le client, entre guillemets, de prendre un café avec lui et de prendre le temps de comprendre son projet. Et je pense que c'est un aspect essentiel pour pouvoir mettre en mouvement les projets de rénovation énergétique. On va élaborer donc le projet de travaux. L'objectif, c'est de sortir de l'audit énergétique avec un plan de travaux qui soit clair, avec un ménage qui est convaincu des travaux qu'il faut faire,
et qu'il ne reste plus qu'à, entre guillemets, lancer, aller solliciter des entreprises. Ça, c'est l'étape 2. On a, qui ne sont pas d'ailleurs souvent qui sont pas forcément dans le bon ordre ici. On va avoir avant tout la relecture des devis des entreprises qui ont été sollicitées pour vérifier qu'elles sont conformes au niveau des aides de l'État. Et ça demande souvent plusieurs allers-retours. Et vérifier que c'est conforme à ce qu'on avait dit dans l'audit. Parce que ça peut être assez complexe et ça peut être assez difficile de le voir sur un devis, mais il suffit que le matériau ne soit pas le même, qu'il manque une membrane d'étanchéité à l'air, il manque plein d'informations qui étaient présentes dans l'audit, qu'un ménage ne pourra pas voir. L'objectif étant vraiment de s'assurer qu'encore une fois, on part sur une bonne base. On va donc donner des conseils pour améliorer tout ça. On va ensuite ouvrir les dossiers d'aide. Alors ça, typiquement, c'est pas une nécessité de l'accompagnateur Rénov'. L'accompagnateur Rénov' doit accompagner dans les démarches d'aide. Il n'a pas l'obligation de faire les démarches pour le client. Sauf que de nombreux accompagnateurs Rénov', et typiquement c'est le cas pour nous, ITAC, font les démarches pour leurs clients parce que c'est tellement complexe que c'est évident que ça enlève une grosse épine du pied du ménage. Et une fois que le projet est lancé, on va continuer l'accompagnement dans la durée pour vérifier que tout se passe bien. L'obligation de l'accompagnateur Rénov', c'est de refaire à minima une visite en fin de chantier pour vérifier que les travaux ont bien été faits. Certains accompagnateurs Rénov' proposent également une visite en cours de chantier pour s'assurer que tout se passe bien. Typiquement, lors d'une isolation, le placo n'est pas forcément posé pendant les travaux et donc on peut vérifier qu'il avait bien été posé. Et ça permet de s'assurer, encore une fois, de ne pas tomber à la fin du chantier sur des mauvaises nouvelles qui remettraient en cause l'ensemble du projet. À la fin des travaux, on a donc une visite pour terminer tout ça, une visite sur site pour vérifier de la concordance par rapport à ce qu'on avait prévu, vérifier que l'ensemble des systèmes ont bien été posés, que l'isolation a été posée. Encore une fois, le placo étant été posé, on peut simplement voir s'il y a une épaisseur qui paraît suffisante, de vérifier la ventilation. Beaucoup de ventilations qui sont posées qui ne fonctionnent pas bien, donc vérifier le niveau de ventilation. Et c'est aussi l'occasion de sensibiliser aux éco-gestes et donc à la prise en main du logement. Donc c'est un sujet qui est très compliqué, qui demande de le faire dans la durée aussi, mais en tout cas, lors de la remise du chantier, l'accompagnateur Rénov' est aussi là pour accompagner sur les consignes et sur les bonnes manières d'utiliser son logement, son thermostat, plein de nouveaux équipements potentiellement qui vont faire que le logement peut être mal utilisé. Donc, je vous ai parlé de l'accompagnateur Rénov'. En début d'année, le dispositif a mis un petit peu de temps à démarrer. Je pense que vous avez dû en entendre parler. L'objectif est de faire un état des lieux de l'évolution des agréments qui donc poursuit une très bonne trajectoire. La compréhension que nous, on a en tant qu'acteur MAR, c'est qu'en début d'année, le changement a été trop rapide. Les accompagnateurs Rénov' n'étaient pas suffisamment nombreux à ce moment-là. Typiquement, nous, chez ITAC, on a eu notre agrément à peu près la veille de la mise en place du dispositif, alors qu'on avait fait notre dossier bien avant. Donc, du jour au lendemain, un changement de dispositif qui se met en place et qui met un petit peu de temps à se lancer. Et puis, pas suffisamment d'accompagnateurs Rénov', pas suffisamment bien référencés. Tout ça a mis du temps à se lancer. En tout cas, aujourd'hui, la trajectoire est très bonne. Alors, les chiffres ne sont pas à jour parce qu'ils datent du 7 mai. L'ANA a remis à jour dans une autre communication le nombre d'accompagnateurs Rénov' agréés, donc pas le nombre de structures, mais le nombre d'accompagnateurs Rénov'. On serait aujourd'hui aux alentours de 2000. Donc tout ça permet vraiment d'atteindre les objectifs que l'ANA s'était fixés en début d'année. L'enjeu, c'est de rattraper le retard du début d'année. Il y a un autre facteur qui est très important, qui est le fait qu'on passe d'un dispositif dans lequel il y a une majorité de monogestes et on essaye d'encourager à de la rénovation performante. Il y a forcément un délai qui se crée, une espèce d'accordéon dans lequel forcément pour démarrer l'audit énergétique, ensuite aller solliciter différentes entreprises, vous passez sur un temps de projet qui est beaucoup plus long et qui fait que les temps s'allongent et donc les premiers mois de l'année ont été un peu compliqués. En tout cas aujourd'hui les agréments couvrent à peu près toute la France comme vous pouvez le voir aujourd'hui sur la carte. Il y a encore des zones en tension typiquement sur la région Normandie, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui sont faites pour augmenter le nombre d'agréments et la tendance est très bonne. Donc ça, c'est les chiffres du premier trimestre. On n'a pas encore ceux du deuxième trimestre qui sont bien meilleurs. On a pu en voir une partie récemment, mais
au vu de la situation actuelle, j'ai cru comprendre que les chiffres étaient gelés. Donc c'est difficile d'obtenir cette information. En tout cas, nous, ce qu'on peut observer auprès des adhérents, on a fait un sondage pour récupérer de l'information, c'est que la tendance est très bonne en termes de rénovation globale et en termes de dépôt de dossiers. On est vraiment sur une forte augmentation des projets de rénovation d'ampleur. Et on observe très bien, nous, ce démarrage en début d'année dans lequel on s'est pris une vague de demandes en janvier, très concrètement, mais le temps de lancer les projets, de se déplacer et de solliciter les entreprises de travaux, forcément, ça a créé un délai qui, du coup, explique cette tendance. En tout cas, là, aujourd'hui, on a vraiment un vrai changement entre le premier trimestre 2024 et le deuxième trimestre, ce qui, du coup, est très encourageant pour la suite. Sachant que l'objectif, c'est de rattraper ce premier trimestre un peu compliqué pour pouvoir atteindre l'objectif de rénovation d'ampleur sur l'année 2024. Au niveau des enjeux, donc en tant qu'accompagnateur Rénov, en tant que Rénomar, on en a trois. Alors je pense que ça, c'est pas uniquement pour les accompagnateurs Rénov. Le premier, on a besoin de stabilité. Je pense que c'est important de le dire aujourd'hui. Les réglementations qui changent très régulièrement rendent la lisibilité des dispositifs extrêmement compliquée. Je pense qu'on pourra tous être d'accord sur cette partie-là. On l'observe, nous, très concrètement. Hein, les allers-retours qu'il y a eu sur le premier semestre de l'année 2024, on les a vus au téléphone avec nos clients qui, globalement, étaient complètement perdus sur les différents dispositifs, ce qui crée une espèce de méfiance dans la nécessité de faire des travaux de rénovation en se disant que potentiellement ça peut changer du jour au lendemain, qu'on n'aura peut-être pas d'aide parce que le dispositif peut avoir un revirement. Tout ça rend très instable, donc il y a un vrai besoin de stabilité et de laisser les nouveaux dispositifs se lancer et se mettre en place pour continuer la trajectoire que je vous présentais juste avant. Au niveau des accompagnateurs Rénov, on a un vrai enjeu de qualité. On a sur le début de l'année 2024, l'objectif c'était d'ouvrir grand pour pouvoir attirer un maximum d'accompagnateurs Rénov pour répondre à cette nouvelle demande, à ce nouveau métier. Comme dans l'ensemble de la rénovation énergétique, il y a un enjeu de qualité, un enjeu de fraude. Donc il va falloir faire monter en compétence cette nouvelle qualification et ce nouveau dispositif pour s'assurer que la rénovation performante soit au niveau. Et ça, c'est un gros enjeu. Donc ne pas ouvrir trop grand non plus. En tout cas, nous, c'est vraiment le message qu'on veut avoir aujourd'hui. Les chiffres sont très bons en termes d'agrément. Donc là, l'occasion est plutôt de structurer et de s'assurer que les acteurs qui sont présents, qui sont déjà MAR, montent en compétences et en qualité, plutôt que d'ouvrir trop grand au risque de se retrouver avec les mêmes types de problématiques que sur la rénovation globale 2023, avec certains acteurs assez peu qualitatifs. Et puis derrière, là, en tant que Rénomar, on a un enjeu de développement. C'est une nouvelle association. L'objectif, c'est de fédérer l'ensemble des accompagnateurs Rénov pour faire entendre, comme je vous le disais, cette voie de l'accompagnement qui peut avoir tendance à être ballottée par les différents aléas réglementaires. Donc l'objectif, c'est de se structurer. S'il y en a certains qui sont accompagnateurs Rénov ou qui d'ailleurs ont prévu de le devenir, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai pas mis notre contact au début, mais sur la page LinkedIn de Rénomar. N'hésitez pas à venir vers nous contacter pour nous rejoindre, histoire de continuer à porter cette voie de l'accompagnement et de la rénovation performante. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Vous parlez de qualité et de ouvrir mais pas trop. Dans les faits, ça veut dire quoi? Parce que la qualité, c'est quand même extrêmement subjectif. On sait un peu ce qu'il y a eu du côté de la fraude peut-être dans les années passées, mais précisément, en fait, c'est quoi les leviers que vous envisagez là-dessus? Alors, effectivement, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il y a la qualité sur les acteurs entrants. Là, il y a alors je ne sais jamais si c'est un décret ou un arrêté qui est en cours de discussion pour pouvoir simplifier l'accès à l'agrément pour certains acteurs qui sont des nouveaux entrants. Alors évidemment, le MAR étant un nouveau dispositif, la tentation est grande de pouvoir l'ouvrir à de nouveaux acteurs qui ont potentiellement moins d'un an d'existence. On n'en a que 3 pour ITAC, donc je vois bien l'enjeu. Le risque, et on le sait, c'est qu'il y a aussi beaucoup de structures qui peuvent se créer très rapidement et pour pouvoir répondre à ce type de nouveaux dispositifs et qui peuvent générer beaucoup de fraude. Donc c'était ça, entre autres, que je voulais dire en disant attention à ne pas ouvrir trop grand, ne pas trop simplifier l'accès à l'agrément.
au vu de la tendance qui est très positive sur le nombre d'agréments qui ont été donnés en 2024. Et puis faire monter en qualité, ça veut dire augmenter le nombre de contrôles. Les MAR ont une position tellement importante dans un projet de rénovation énergétique. C'est eux qui font l'audit énergétique qui peut être source de beaucoup de fraude. C'est eux qui vont vérifier plusieurs fois pendant le chantier. Donc il y a un gros enjeu d'aller contrôler. Et clairement, nous, on milite pour plus de contrôle des accompagnateurs rénov pour s'assurer que le travail est bien fait. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Je suis de l'UNIOPS. L'UNIOPS, c'est une union d'associations du secteur de la solidarité et de la santé. Et donc, je suis sur le volet logement, hébergement. Et j'aurais une question par rapport au programme des différents partis pour les législatives. Pas sur le plan politique, bien sûr, hein, je ne veux pas vous poser une question embarrassante, mais sur le plan opérationnel technique, il a été annoncé un fonds de rénovation énergétique avec un public cible de 200 000 ménages modestes ou précaires. Opérationnellement, comment vous abordez cette question-là? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre exactement le dispositif dont vous parlez. Alors, je ne peux vous dire que ce que j'en sais, c'est-à-dire que c'est un fonds pour la rénovation énergétique qui vise 200 000 ménages, a priori modestes ou précaires, pour faciliter leur accès aux travaux de rénovation énergétique. J'en sais pas plus, mais peut-être que d'autres en savent plus. En tout cas, on s'interroge, nous, sur le caractère opérationnel et comment les acteurs peuvent percevoir cette proposition-là. Alors, c'est une très bonne question. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus. En tout cas, mettre plus d'argent au niveau des ménages modestes et très modestes me paraît être plutôt une bonne idée. Il y a une étude d'ailleurs du CAE qui est sortie récemment qui montre que la rénovation énergétique n'est pas rentable intrinsèquement, en tout cas la rénovation performante. Pour la rendre rentable, il faut que l'État abonde, parce qu'elle est rentable à l'échelle de la société, mais pas forcément individuellement. Donc abonder me paraît être une bonne idée. En revanche, est-ce que c'est abondé au niveau du dispositif MaPrimeRénov'? La seule réponse que je peux avoir, c'est de réduire le nombre de dispositifs. Chaque dispositif ayant ses propres règles, on préfère quand il y a une unique règle simple à appliquer pour tout le monde. Oui, bonjour. Pardon. Alain Roch, donc moi je suis assistant maîtrise d'ouvrage et je fais de MaPrimeRénov', mais copropriété. Donc on peut se parler, je pense. J'avais une question pour le MAR en question, et c'est une prestation gratuite pour les particuliers. Elle est payante. Oui, elle est payante, tout à fait. Alors, elle va varier d'un acteur à l'autre. Les tarifs sont vraiment à la discrétion des accompagnateurs rénov'. Elle est financée par l'État. Par l'ANA. Par l'ANA, exactement. Il y a un financement dans le cadre du parcours accompagné à hauteur de 2 000 € pour les ménages très modestes, 1 600 pour les modestes. Et ensuite, c'est dégressif. D'accord. Et ce financement, il va directement sur le compte en banque du particulier? Tout à fait. Donc ça allège, d'accord. Oui, tout à fait. Effectivement, il n'y a pas de mandat. Alors, si je ne me trompe pas, au niveau de cette aide spécifique sur l'accompagnateur rénov', elle arrive directement sur le compte du particulier. D'accord, très bien. Merci. Bonjour, je suis contractant général et je me demande comment on s'assure de l'objectivité absolue du MAR pendant l'analyse des devis. Je vous dis ça parce qu'on a vu quelques biais être pris depuis le début de l'année. Contractant général, c'est forcément une offre plus onéreuse que artisan par artisan. Et on a des marques qui ont orienté nos clients vers l'artisan par artisan. Comment vous gérez ça dans vos équipes, par exemple? C'est très compliqué. Sur un devis, en fait, il y a une espèce d'opposition entre le devoir de neutralité du MAR et la nécessité de connaître des entreprises de travaux qui sont performantes. Donc c'est très ambivalent. Sur un bout de papier, on peut dire beaucoup de choses. Donc c'est assez compliqué de savoir quelle entreprise est sérieuse et laquelle ne l'est pas. Donc nous, on va vraiment se fier au devis et au sérieux par rapport aux préconisations que nous on avait. Donc sur certains types, ce que je disais tout à l'heure, que ce soit une membrane d'étanchéité à l'air, que ce soit la présence d'isolants biosourcés, que ce soit quelques explications supplémentaires qui montrent que voilà, l'entreprise va bien connaître son sujet. Mais après, effectivement, c'est toujours très compliqué de donner un avis qui est, on va dire, neutre
et qualitatif auprès des ménages. Donc nous, ça va rester très, très macro sur tel devis ne présente pas telle ou telle chose, ou au contraire, tel devis me paraît être une bonne solution, et en comparant également avec des tarifs qu'on a l'habitude de récupérer, parce qu'on récupère l'ensemble des devis de tous nos clients. Donc on est capable de pouvoir comparer aussi base après base, mais comme vous le disiez, nous typiquement chez Itac, on est plutôt sur une prestation qui est plus chère que le marché, et c'est une bonne chose, mais du coup simplement se fier au prix n'est pas forcément l'unique solution et l'unique réponse qu'on peut donner à nos clients. Bon, je crois que c'est la fin. Si vous voulez, je peux rester. J'avais juste une dernière question, m'a donné le micro, donc oui ou non? Non, c'est est-ce que par rapport à donc Brodolin Clément, est-ce que par rapport aux entreprises qui répondent à ces besoins et à ces demandes de rénovation globale, est-ce que vous en avez suffisamment sur l'ensemble du territoire que vous couvrez? Parce que ça, c'est, en tout cas dans le passé, c'était vraiment un défaut de beaucoup de gens qui cherchaient, qui avaient du mal à trouver quelque chose de coordonné, complet, et qui devaient revoir leur projet à la baisse parce que faute de main d'œuvre ou d'artisans disponibles au moment et à l'instant T. Voilà, sur cette question de... Alors je pense que ça dépend vraiment de la région dans laquelle on va être. Nous aujourd'hui on a l'impression qu'en tout cas il y a des entreprises qui sont capables de répondre à ça. La question ça va être dans quel prix, dans quel délai, mais les entreprises sont là en partie. Après c'est sûr qu'il y a un enjeu autour de la main d'œuvre des entreprises. Il faut augmenter cette main d'œuvre, il faut également encourager les entreprises à travailler ensemble sur les différents corps de métier. Donc tout ça se met en place, mais j'aurais tendance à dire que la trajectoire est quand même très encourageante et que par rapport à il y a 3 ans, on a beaucoup plus de facilité à trouver des entreprises qui ont l'habitude de gérer des projets de rénovation globale, soit elles-mêmes individuellement, soit, comme je le disais, en collaboration avec différents corps de métier. Donc ça, c'est assez encourageant. Merci à tous.